Troisième séquence de la leçon sur le langage, vous allez pouvoir découvrir ici les notions et les auteurs et les définitions importantes pour réaliser un devoir digne de ce nom. Pour Bergson, la pensée demeure incommensurable avec le langage. Il arrive que nous ne trouvions pas les mots pour dire, ou que les mots soient en deçà de ce que nous voulons dire ou ressentir. Dès lors, la question se pose de savoir s'il s'agit là ou non d'une impuissance du langage. Bergson veut montrer que le langage, certes, est insuffisant pour exprimer ce que nous pensons individuellement. Il oppose ainsi la singularité de la pensée avec le caractère général des mots qu'il exprime. Il prend l'exemple de l'amour et de la haine dans son essai sur les données immédiates de la conscience. Ainsi, chacun aurait une façon singulière, personnelle, d'aimer ou de haïr. Bergson met en lumière que l'amour et la haine, en tant qu'ils ne sont pas des réalités séparables des personnes qui les expriment, sont des éléments singuliers et qu'il n'y a pas de mots pour l'un ou l'autre de ces sentiments, de mots suffisamment général pour les résumer. C'est ce caractère unique du langage que ne peut exprimer la pensée qui donc est incommensurable au langage. On ne peut pas par le langage rendre compte de la pensée qui est toujours quelque chose de plus qu'elle et qui donc n'est pas réductible à la rationalité qui s'exprime dans les mots. Hegel soutient que c'est dans les mots que nous pensons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extériorité entre pensée et parole, ou plutôt entre l'acte de penser, d'avoir des idées, et l'acte de parler, de faire des phrases. Ce qui signifie qu'on ne pense pas dans les images, dans les sensations, dans les affects. Et en effet, la verbalisation de nos pensées en assure la réalité, elle permet d'en prendre conscience comme telle. Hegel suppose ainsi d'un côté l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité est associée à la subjectivité, c'est ce que serait une pure pensée sans moi, une activité psychique sans verbalisation. L'extériorité ou l'objectivité sont les mots en lesquels, évidemment, l'esprit s'extériorise et ils sont objectifs puisqu'ils s'imposent à nous comme tous les objets. Ainsi, pour Hegel, cette double distinction ne rend pas la pensée et la parole totalement distinctes, puisque, dit-il, l'activité subjective ne produit que des pensées déterminées, des idées claires, en prenant la forme externe et objective des mots. En dehors des mots, ma pensée n'est qu'un chaos sans contour, sans forme, en lequel, dit-il, on ne peut pas distinguer d'autre chose qui se détacherait de manière stable. Mais comme le dit Hegel, cette verbalisation permet de prendre conscience de nos pensées, on ne peut pas lui échapper, parce qu'en dehors de la verbalisation, je ne peux pas savoir à quoi je pense, si toutefois je pense. On voit donc bien que les pensées inconscientes, pour Hegel, sont exclues à ce titre. Une pensée qui n'a pas trouvé ses mots reste inconsciente. Pour les logiciens positivistes, tels Carnap, dans son ouvrage « La science et la métaphysique devant l'analyse du langage », il faut mettre en cause le discours qui ne se soumet pas aux critères de la vérification. Donc nos paroles nous trahiraient, puisque les énoncés qu'elles promettent, qu'elles promulguent seraient évidemment inadéquats à la réalité. Or, précisément, le langage ne porte pas sur cette réalité, il ne renvoie pas toujours à des énoncés d'observation. On observe d'ailleurs dans les langues naturelles l'absence de certaines conventions logiques. La métaphysique en profite largement, puisque ces énoncés ne peuvent pas être formulés d'un point de vue simplement logique. Au sens propre, ils ne signifient rien, ce sont des errances contre la syntaxe, ce sont simplement ce que Carnap appelle des simili-énoncés dépourvus de sens. Carnap s'en prend notamment à l'ouvrage de Heidegger, Qu'est-ce que la métaphysique, en montrant que l'usage syntaxique de termes tels que rien ne peut pas donner un sens plein et entier à ce qu'il entend évidemment traduire, à savoir ce que serait la représentation du néant. Carnap en est amené à abandonner donc ce langage qui, par principe selon lui, est à la fois équivoque et inconsistant. Alors, contre les thèses du positivisme logique, Popper soutient que les questions de mots sont dépourvues d'intérêt. Les mots servent à exprimer les théories, non point à les constituer. En effet, la précision qu'attendent les scientifiques peut varier en fonction des paramètres ou de la situation du problème, et on peut toujours recourir à une précision ultérieure par la suite. Ainsi, une théorie scientifique est précise, dit Popper, quand ses énoncés ne dépendent pas du sens des mots. Popper, on le voit, dénonce ici le préjugé essentialiste qui considère qu'il y aurait des essences désignées par les mots qui existeraient indépendamment des individus qui les exemplifient. On voit que discuter des mots ici serait discuter des choses, et posséder une définition serait acquérir une connaissance, mais Popper nous invite à ne pas nous laisser entraîner par ces problèmes de langage et de signification.
Il met donc en avant une vision qu'on peut dire instrumentaliste du langage, considérant que les mots ne sont que des instruments, ils ne valent que dans la formulation des énoncés, ils n'ont qu'un rôle technique ou pragmatique et rien d'autre.